Merci. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Il y a eu dans la chanson française Unchain My Heart, et bien là il y a Unchain My Jingle. Bonjour tout le monde, ravi d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro dont parle auto en compagnie de l'ami Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, garçons, filles, chiens, chats, lapins. Et motards. Aujourd'hui on en parlera. On va parler un peu de motards. À midi on va parler de motards parce qu'il y a une manifestation organisée à Toulouse par la Fédération française des motards en colère. Ils veulent protester contre l'éventuelle mise en place d'un contrôle technique moto, mais ça c'est pareil, c'est le gros serpent de mer, donc on en parlera tout à l'heure, et puis contre la mise en place des fameuses ZFEM, on en parlera aussi abondamment dans l'émission. Exactement, nous allons d'ailleurs, alors grande actualité cette semaine, sur les points. La fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Moi je suis pour aussi. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on nous annonce ça maintenant pour une application au 1er janvier, alors qu'il suffit de signer un papier pour le ministre afin de supprimer ce retrait de points. Ouais. Donc on peut se demander pourquoi une communication autant en amont, sinon peut-être pour faire oublier certains désagréments récents. Exactement, on en parlera en tout début d'émission, en tout cas dans la première demi-heure. Nous allons aussi essayer la voiture. La meilleure voiture du monde. Voilà, c'est ça. Qui est aussi la moins chère. Pour plein de raisons. Ouais, la meilleure voiture. On va garder le suspense jusqu'à tout à l'heure. Donc la meilleure voiture du monde, c'est l'essai de la semaine. Voilà. On aura que tout le monde peut se payer, presque. En plus. Parce que c'est ça l'intérêt. Non mais on est d'accord. Et dire la meilleure voiture du monde, genre il n'y a que 3 milliardaires qui peuvent l'acheter, on s'en fout. Exactement. Parce qu'on n'en fait pas partie. Non, ni pas ceux encore. Qui nous écoutent. Alors, si vous en faites partie. Pas encore, mais vous pouvez envoyer vos dons alors à Jean-Luc Moreau. À Jean-Luc M de Paris. Allez, 0826 300 300, c'est le numéro évidemment de téléphone que vous devez composer pour interagir, pour nous rejoindre dans notre rendez-vous. Nous allons aussi parler du prix ACF qui ont eu lieu d'ailleurs. La remise des prix, c'était jeudi soir. Ouais, pionnier ACF, c'est We Do Love. Automobile Club de France. Exactement. On aura tout à l'heure la fondatrice de cette société qui optimise des softwares pour rendre moins énergivore l'utilisation des systèmes connectés dans nos voitures, donc permettre de faire des économies. Et puis on rendra un hommage. Alors ça, vous allez voir, je trouve ça magnifique parce que c'est un auditeur qui m'a dit tiens, cette semaine il y a le Tour Auto qui passait par le circuit Charade et le monsieur qui a dessiné le circuit Charade s'appelle Louis Rosier. C'était un pilote français que peu de gens connaissent, qui est plus célèbre à l'étranger qu'en France, qui a gagné énormément de choses, entre autres les 24 heures du Mans 1950, et il a passé 23h10 au volant. C'est un truc complètement démentiel. On aura sa petite fille avec nous tout à l'heure, puisqu'il y a une expo en plus qui ouvre sur Louis Rosier au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est jusqu'au 28 avril. Bon, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il y a plein de bonnes nouvelles, avec entre autres des places que nous allons vous offrir régulièrement dans cette émission pour aller vivre les fameux championnats de France Superbike à Nogaro. On a commencé à vous parler moto dans ce sommaire. Je conclus avec cela également. Ce seront 2 places par personne. C'est le 22 et le 23 avril, le Superbike. Donc restez bien attentifs, vous qui aimez la moto, vous qui aimez la compétition moto et vous qui aurez l'occasion de vous déplacer là ce week-end. Vous n'hésitez pas, on va vous faire gagner ces places ce week-end. C'est pour vous. Et le Superbike, c'est 29 et 30 avril prochain. Voilà, c'est le week-end prochain, en tout cas pour la compétition. 0826 300 300 pour nous rejoindre, évidemment, dès maintenant. Tiens, on va faire gagner la première place dès maintenant aussi. Allez, premier appel tout de suite. Et voilà, 2 places pour aller à Nogaro. 2 places pour aller à Nogaro. Et vous courez en Superbike. Voilà. On commence tout de suite. Et puis sinon, vous nous rejoignez sur la page Facebook, vous le savez, de Sud Radio, où la communauté de On Parle Auto se rejoint régulièrement tous les samedis matins à 11h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Nous l'avons tous entendu cette semaine, fin des retraits de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. On accueille tout de suite Alexandra Legendre, qui est responsable pôle études et communications de la Ligue des défenses des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bon, Alexandra, entre le moment où on s'est parlé en milieu de semaine où c'était secret et puis la fin de semaine où tout le monde a parlé de la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il y a eu une grande campagne
campagne de fuite, d'organiser. Ah oui, Hein, vraiment. c'est ça. Quelle est la part de responsabilité, entre guillemets, de la Ligue de défense des conducteurs dans ça? Eh ben, c'est plusieurs années de travail en vrai, puisqu'on milite pour le zéro sanction, donc pour ces toutes petites infractions inférieures à 5 km/h hors agglomération. Pour ça, on met en place des relations privilégiées, on va dire, avec certains parlementaires. Et il se trouve que la sénatrice du Var, Françoise Dumont, a posé une question, une de ses multiples questions au ministère de l'Intérieur concernant justement ce qui allait être fait sur ces mini excès de vitesse. Et Gérald Darmanin lui a répondu, il confirmait pour le 1er janvier 2024 la suspension, l'abandon du retrait de points pour ces toutes petites infractions. Et la sénatrice a eu la gentillesse de nous communiquer cette lettre en exclusivité. Alors moi je trouve quelque part que communiquer autant en amont, alors ce que j'expliquais juste en faisant le sommaire, c'est qu'en fait cette mesure c'est une signature de Darmanin, point. Donc il n'y a pas besoin d'annoncer 10 mois avant, enfin 8 mois avant, une mesure qui aurait pu rentrer en vigueur tout de suite. C'est quand même de la communication avant tout là. Mais bien sûr, on vient de finaliser une réforme des retraites douloureuse, donc il y a un petit signe de bonne volonté, un petit éclair de soleil, on va dire, qui se profile. Donc le ministre a sauté dessus. On n'est pas dupe du tout. Évidemment qu'il suffirait d'une signature et qu'on trouve nous extrêmement dommage de devoir attendre jusqu'au 1er janvier. Et d'ailleurs la première chose qu'on a faite à cette nouvelle, c'est écrire à Gérald Darmanin pour lui demander pourquoi on a ce délai. Ce délai aussi long, oui. Et puis le décret d'application aussi, parce que est-ce que ça, pour le moment, il y a juste, on abandonne le retrait de points pour les infractions inférieures à 5 km/h. On ne sait pas si c'est sur toutes les routes, on ne sait pas si ça concerne tous les véhicules. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus. Surtout Alexandra et Jean-Luc, ça fait longtemps que le combat est mené. Moi, vous vous souvenez que j'ai fait aussi une émission avec 40 mais la France était le pays, du monde qui sanctionnait le plus durement les tout petits excès de vitesse, puisqu'on a des amendes qui sont chères, beaucoup plus chères qu'en Allemagne. C'est 3 fois plus cher qu'en Allemagne pour un petit excès de vitesse. Et en Allemagne, on perd pas de points, alors qu'en France, on perdait un point également. C'est un combat qui est mené par toutes les associations d'automobilistes. Mais bien sûr. C'est vrai que c'est dommage qu'ils ne le fassent pas tout de suite, quoi. En Allemagne, typiquement, pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h, non seulement on vous enlève pas de points, mais si vous êtes en ville, vous payez 30 € d'amende, et si vous êtes hors ville, vous payez 20 €. On est quand même très loin des 68 € français. Oui, 68 € quand on est en dehors de la ville, parce que quand on est en ville, c'est 90. Si on paye tout de suite, évidemment, sinon c'est 135. Voilà. Ouais. Bon, est-ce que alors certaines associations, évidemment pas la vôtre, disent oui, voilà, c'est un message envoyé aux automobilistes qui vont relâcher leur comportement, alors qu'on a entendu cette semaine que plus de 80% d'entre eux avaient le téléphone au volant, et ça serait pas intéressant d'arrêter de se focaliser sur la vitesse et de penser aux accidents qui sont dus, voilà, on l'a compris cette semaine, à l'usage illégal du portable au volant, à l'usage de stupéfiants qui est de plus en plus fréquent, et à l'excès d'alcool. Bien sûr, c'est évidemment quelque chose pour lequel on milite, mais nous, on demande même plus de forces policières ou de gendarmes au bord des routes. On n'est absolument pas là pour dire qu'il ne faut pas de répression. Simplement, il faut réprimer les comportements dangereux. Et lorsque vous êtes à 2 ou 3 km/h au-dessus de la limitation de vitesse à 80, sur une route à 80, vous n'êtes a priori pas dangereux. Enfin, c'est aussi une histoire de bon sens. D'ailleurs, Gérald Darmanin, quand il a expliqué cette mesure, a fait une grossière erreur. Il a dit on vous donne déjà une tolérance qui est de 5 km/h, c'est pas une tolérance, c'est la marge technique du radar. Donc on peut très bien, et puis en plus, alors la marge technique du radar, mais moi par exemple qui roule avec des voitures anciennes, le compteur parfois il gigote, on est à 5 km/h près, on ne sait pas à combien on est. Bien sûr. Et puis, ce que Gérald Darmanin aussi a mis en avant, et là je ne peux que l'approuver, c'est que ces infractions inférieures à 5 km/h sont souvent le résultat d'un défaut d'inattention. C'est absolument pas une volonté délibérée de ne pas respecter le code de la route. Bien au contraire, c'est juste peut-être de faire davantage attention à ce qui se passe autour de soi quand on est au volant. C'est peut-être, me semble, un peu plus intelligent que d'avoir le regard rivé sur le compteur pour bien s'assurer qu'on est à la bonne vitesse. Ça marche. Voilà. Ça marche excusez-moi, ça marche très bien sur les
les routes, les nationales, les départementales, autoroutes. 50 km/h, ça va encore à peu près, ça n'existe plus vraiment. Mais à 30 km/h, après, il y a beaucoup de gens qui sont contre, parce qu'ils se disent à 30 km/h, 5%, c'est quand même encore trop vite quand on est dans des villes ou dans des villages où il y a des enfants, des écoles. Alors tout dépend du 30 km/h. Si vous prenez certaines rues dans Paris qui sont limitées à 30 km/h, quand il y a personne, qui sont des voies où il y a 2 fils de circulation dans chaque sens, je suis désolé, qu'on soit à 30 ou à 50. Mais on peut aussi entendre ceux qui sont pas pour cette nouvelle décision. Si vous êtes à proximité d'une école et que vous roulez à 36 km/h réel et que vous êtes sanctionné à 31, oui, peut-être que là, effectivement, vous êtes un peu trop vite. Bon, mais c'est là qu'on a des élus locaux qui ont l'intelligence et le sens du terrain et la connaissance du terrain pour adapter la vitesse aux endroits les plus dangereux. Mais donc il faut aussi faire conscience. Que répondez-vous, excusez-moi Alexandra, et vous aussi Jean-Luc, même moi aussi je suis pour cette nouvelle. Mais que répondez-vous à ceux qui sont contre, qui disent que c'est donner une nouvelle liberté? Non, mais c'est n'importe quoi. Faut pas. Voilà, on peut pas sanctionner toujours les mêmes. C'est vous qui aviez Alexandra. Enfin, c'est la Ligue de défense des conducteurs qui avait relevé que c'était plus de 50% des excès de vitesse. 50%. Voilà. Bon, juste de là à penser que le sanctionner la vitesse, c'est une pompe à fric, il n'y a qu'un pas, et c'était la réalité. Voilà. C'est clair. Faut pas se mentir. Oui, pardon. Quand vous discutez avec des avocats en droit routier, tous vous disent on n'a pas un seul dossier d'accident grave ou mortel dans lequel le facteur identifié est un excès de vitesse inférieur à 5 km/h. C'est grotesque. Il y a un moment donné. Mais évidemment, la notion de circulation en ville, elle est différente. Elle doit être adaptée évidemment aux écoles, aux hôpitaux. Donc A priori, ça va s'appliquer uniquement hors agglomération, nous dit Aouche Chadil sur la page Facebook. Donc ça c'est bien. Il y a Michel qui réagit sur la page Facebook de Sud Radio. Il serait temps d'uniformiser les vitesses en France. Il y en a Stéphane qui nous dit que ça devient le domaine des dieux de Astérix. Enfin voilà. Oui, il y avait en son temps un ministre des Transports qui avait demandé à ce que on dénonce les limitations de vitesse qui étaient incompréhensibles, parce qu'il y en a qui sont incompréhensibles. Parfois vous êtes sur l'autoroute, et d'un coup c'est limité à 70 alors qu'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. J'ai des exemples. Donc là, vous êtes verbalisé à 71 alors qu'on pourrait très bien rouler à 130. On se dit mais c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a des endroits c'est n'importe quoi. Oui, ça mériterait un vaste audit national. Complètement, oui. Et en tout cas, bravo à toutes les associations d'automobilistes, dont la vôtre. Oui, il faudra être vigilant. Vous allez demander donc des précisions à Darmanin, j'imagine. Oui, absolument. On a demandé des précisions. On attend son retour. Et puis nous, on est aussi très vigilants autour des voitures radars privatisées qui sont directement associées à ces détections de mini-excès de vitesse, puisque elles continuent à circuler de manière anonyme avec des chauffeurs privés à leur volant. Et ça, pour le coup, c'est aussi une de nos mobilisations les plus fortes. La marche technique, elle est 2 fois supérieure. Bien sûr. On est franchement au-dessus de la vitesse. On est au moins 10 km/h. Ça fait partie quand même de cette politique de répression qui mène à piéger finalement et à fliquer le moindre kilomètre-heure aussi de la limitation de vitesse. Et ça fait quand même partie aussi de demandes de notre million de sympathisants. C'est de dire, faites-nous confiance, on est responsable au volant. Il y a 95% des excès de vitesse qui sont inférieurs à 20 km/h. Non, les Français ne sont pas en immense majorité des fous des volants. Non, ils vont pas tout d'un coup se révéler encore plus dangereux avec cette histoire d'abandon de retrait de points. Merci beaucoup Alexandra Legendre, responsable du pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. À suivre, évidemment, il y aura l'essai de la semaine, mais juste avant, votre première question au 0826 300 300, puisque c'est une émission qui répond aussi à vos questions. Et j'en profite pour dire bravo à Régis Deslandes, qui est le premier gagnant de notre série des places que l'on offre ce matin pour aller vivre les fameux Superbike moto qui vont se dérouler le week-end prochain en direct de Nogaro. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et toujours avec vous au 0826 300 300, puisque cette émission est la vôtre. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour poser vos questions, avoir un avis, ou vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr avec On parle auto dans l'objet, vos coordonnées. C'est ce qu'a fait Damien de Lambert, et vous allez comprendre pourquoi, car notre ami Damien nous écoute sur Internet. Il est de Belgique. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour Damien. Ah, vous avez une petite pointe d'accent quand même. On hein. adore. Oui. Voilà, non, mais Donc, vous nous c'est écoutez bien sur en Belgique Internet. d'écouter Sud Radio. Parce qu'en Ouais. fait, on va préciser C'est que ça. ça s'appelle Sud Radio, mais qu'on nous capte jusqu'au Partout. pôle Nord et du pôle Nord au pôle Sud, en fait. Oui, c'est un podcast que j'écoute. J'écoute tout en podcast. Ah, c'est cool. On vous écoute. Quel est votre souci, Damien? Ben, moi, le souci, c'est qu'en janvier 2022, j'ai commandé une 5008 à Lixis PureTech essence. Et ils m'ont reporté, donc c'était au début prévu pour livraison en juin. Puis ça s'est reporté en septembre, ça s'est reporté en décembre 2022, puis ça s'est reporté en février 2023. Et en mars 2023, le concessionnaire, un grand concessionnaire de la région, m'a signalé que Peugeot France, enfin d'après eux, Peugeot France a décidé de ne plus produire le 1.6 PureTech. Et donc, je n'avais pas le choix, si je voulais une 5008, de prendre le 1.2. Alors j'ai demandé des garanties sur le moteur, parce qu'un ami garagiste m'a dit que la fiabilité de ce moteur-là n'était pas top dans la 5008. Et leur proposition, c'est 4 ans de garantie ou 80 000 km. Oui, non, alors, pas non plus. Alors effectivement, le 1,6 litre PureTech, il est plus produit, il est produit uniquement pour être monté sur les versions hybrides rechargeables. Le 1,2 litre PureTech, il est toujours fabriqué. Alors bon, à l'époque quand il est sorti, c'était une des références dans la catégorie, mais il s'est révélé. Alors j'allais dire capricieux, mais c'est pas capricieux puisqu'en fait il s'est révélé vraiment pas fiable. Il y a eu des soucis, les fameux, voilà. Non, mais il n'y a pas que ça, les fameux soucis de courroie de distribution, la fameuse courroie humide qui trempe dans l'huile, qui se désagrège, qui bouche la crépine, qui empêche d'ailleurs aussi, qui bouche la crépine de la pompe, qui permet d'avoir la dépression pour le système de freinage. Enfin bref, c'est miséreux. Il y a eu des rappels, ils ont changé les intervalles de remplacement de la courroie. Au départ, c'était 6 ans, 100 000 km. Maintenant, c'était 10 ans. 180 000 km, maintenant c'est 6 ans, 100 000 km. Ils ont même modifié la courroie à partir de juin 2022 et malgré ça, il y a toujours des soucis de fiabilité sur ce moteur. Donc, acheter un 5008 avec ce moteur, je vous le déconseille vivement. Je vous le déconseille d'autant plus vivement que ce 1,2 litre PureTech qui pose problème, il va être remplacé là, à partir du mois de juin. Ça va arriver pour commencer sur le 3008 et le 5008. Il est remplacé par un 1,2 litre. Alors, est-ce qu'ils vont encore l'appeler PureTech ? Je sais pas, parce qu'il y a une tellement mauvaise image qui est derrière. Donc, ça sera un moteur 1,2 litre, 136 chevaux, qui cette fois a une chaîne de distribution qui développera 100 kW. Alors, vous avez une réglementation en Belgique, au-dessus de 100 kW, il y a des taxes supplémentaires. Comment ça se passe ? Oui, il y a des taxes. Alors moi, la petite particularité, c'est qu'on l'achète en professionnel via la société. Donc ici, oui, on a des taxes. Et l'hybride jusqu'à juin, on a encore des avantages fiscaux. Donc, alors là, il y aura de l'hybridation, mais de l'hybridation légère, 48 volts. Je ne sais pas si ça rentre. Ça rentre pas dans le calcul. Mais c'est un moteur qui va être à la fois plus fiable. De toute façon, ils ont intérêt, surtout plus moderne, avec une distribution variable, un fonctionnement cycle Miller, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner en mélange pauvre, un turbo à géométrie variable, une injection à 350 bars. Bref, il va être plus fiable et plus économique en carburant. Donc ça vaut peut-être le coup. Je ne sais pas si vous avez besoin de la voiture tout de suite. C'est ça la vraie question. Alors l'autre problème, c'est que la voiture que j'avais avant, une Skoda Octavia Combi, a rendu l'âme en mars l'année dernière. Et vous ne pouvez pas louer une voiture et attendre un peu, attendre 3 mois ? Jusqu'à maintenant, c'est Peugeot qui me louait une voiture très peu chère, parce que bon, ils sont en tort, donc très peu chère. J'avais 208. D'accord. Mais alors, avec mon associé, on a discuté et on va se diriger probablement vers une hybride. Mais je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Le multivan de chez VW hybride, vous en pensez quoi, Jean-Luc ? Vous êtes dans la catégorie, vous avez vraiment besoin de beaucoup de place parce que vous êtes dans la catégorie au-dessus.
Ah oui. Oui, c'est une catégorie au-dessus, mais vu qu'il y a de l'hybridation et qu'il y a des avantages fiscaux en société, donc on peut la déduire assez fortement. Alors moi, je suis pas un grand fan des camionnettes transformées en véhicules particuliers, mais le multivan est agréable à conduire. On n'a pas l'impression d'être au volant d'un utilitaire. Voilà, c'est ça qui compte pour vous finalement. Mais c'est moins sympa qu'un 5008, hein. Oui, j'imagine. Ah bah oui, c'est moins sympa qu'un 5008. Voyez avec votre concessionnaire si le nouveau, en fait, parce qu'ils vont être stylés, donc si le nouveau qui va arriver, avec ce fameux nouveau 1,2 litre PureTech avec une hybridation légère, peut être livré relativement rapidement. Étant donné que vous étiez sur une liste d'attente qui date quand même de 2022, peut-être que vous pouvez être prioritaire pour la livraison du nouveau modèle. Ça, oui, je n'ai aucune idée. Posez la question et vous leur dites, sinon je vais chez Volkswagen. Bon ben voilà, oui. on fait ça. Et alors, une petite question, Jean-Luc, maintenant peut-être que vous ne savez pas par rapport à la Belgique ou la France. Damien, je suis très allez-y, vite. Hein, très vite. Si ils ne savent pas me livrer le véhicule alors que le bon de commande avait été signé, est-ce qu'ils sont en tort? Il y a des indemnités qui peuvent être demandées, vous pensez, ou bien c'est peine perdue? Alors vous avez versé un acompte ou des arts? Non, juste signer le bon de commande. Juste signer le bon de commande. Non, malheureusement non. Ça va, ok. Ça super. Va. Super, Damien. Un tout grand merci. Continuez votre émission, c'est top. Merci, puis continuez de nous écouter même en podcast. Merci Damien. Partout. Vous écoutez déjà sur l'autre radio, donc c'est parfait. et je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre la très très belle langue belge que quand on dit ils ne savent pas, non, ils ne savent pas, ça veut dire ils ne peuvent pas. Oui. Voilà. Moi, la première fois que j'avais été travailler en Belgique, j'étais surprise. Non, c'est pas pareil dans le Nord. Si, dans le Nord, on le dit aussi. Pas du tout, monsieur. Au Luxembourg, on le dit aussi. Luxembourg, c'est pas la. Non, mais je donne des petits trucs de compréhension parce que des fois ils me disent mais pourquoi ils disent j'ai un ami qui habite dans le Nord, il dit on ne sait pas faire ça. C'est parce qu'il arrive du côté de la Belgique. Ça c'est très nos amis de la Belgique et que j'aime beaucoup, dans lesquels je suis allée travailler aussi. On vous embrasse fort Damien, puis j'embrasse toute la Belgique. Tiens, au revoir. On vous embrasse. Allez tout de suite une petite pause rapide et puis la meilleure voiture du monde. Et puis la meilleure voiture du monde. Restez, on va parler de la meilleure voiture du monde. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. J'ai la sensation que dans quelques minutes, on va peut-être vous faire gagner des places pour le Superbike de Nogaro, mais pour l'heure, il paraît qu'on va parler de la meilleure voire du monde. On essaye un véhicule particulièrement accessible, puisque c'est la polyvalente, la moins chère du marché. Elle démarre à 11 490 €. Bon, vous vous doutez un petit peu de la marque. C'est la Dacia Sandero dans sa version de base, la SCE 65. La Sandero, c'est la voiture la plus vendue en Europe et en France aux particuliers. Et c'est important, ça veut dire que les entreprises ont des sous, achètent des grosses voitures, les particuliers n'en ont pas, ils achètent des petites voitures. Alors, elle a subi un petit lifting, en particulier la face avant avec le nouveau logo Dacia. Moi, je trouve bof. Dacia Link. Ouais, voilà. Elle a des feux à LED. Bon, elle demeure compacte, c'est l'avantage. 4,09 m de long. C'est une jolie voiture. On peut acheter une Dacia parce qu'on trouve ça joli, alors qu'au début c'était quand même, faut le dire, assez moche. Bon, il y a aussi des petits trucs qui permettent de faire chic sans dépenser trop, comme les jantes en tôle. Il y a un enjoliveur. En fait, la jante en tôle est conçue spécifiquement pour que les branches de l'enjoliveur cachent la structure de la jante en tôle. Donc on a l'impression vraiment d'avoir une jante en alu, mais c'est une jante en tôle et c'est beaucoup moins cher, et c'est beaucoup moins cher à changer également quand on les frotte. Elle est compacte, mais elle est généreuse, cette voiture, avec un coffre qui fait 368 litres. Vous avez aussi un logement sous le plancher pour une roue de secours, ce qui devient de plus en plus rare. Alors là, on va préciser que c'est une option, je crois que ça coûte 80 €. Et puis les places arrière sont suffisamment vastes pour mettre 3 adultes. À l'avant, c'est beaucoup moins basique que sur les premières Dacia. Alors certes, les plastiques sont rigides, mais la présentation, elle est élégante. Je vais attendre un petit peu d'ailleurs que la vidéo arrive à l'avant pour ceux qui nous regardent avec la vidéo. Sur la page Facebook de Sud Radio. Exactement. Ou si vous voulez voir la vidéo en complet sur la chaîne, sur la page YouTube de sur Sud la Radio. chaîne YouTube de Sud Radio, où on vous invite d'ailleurs à vous abonner, puisque on n'est pas loin des 800. On doit avoir peut-être même dépasser les 800 000. Donc comme ça, vous aurez la vidéo complète qui fait plus de 10 minutes. Alors les plastiques, je disais, c'est basique, mais la présentation, elle est élégante parce que vous avez un bandeau en tissu qui rend la planche de bord, et ça apporte vraiment une touche de raffinement. C'était une super idée qu'ont eu les designers de chez Dacia. Bon, l'équipement, il est loin d'être indigent. Alors attention, j'avais une version Expression, c'est la version luxe, elle est 2 000 € plus chère. Donc pour 13 490 €. Attention, la liste est longue. Vous avez les glaces électriques
avant et arrière, les rétroviseurs à réglage électrique, les aides à la conduite avec des commandes sur le volant, puisque vous avez un volant multifonction, c'est à gauche pour les aides à la conduite, à droite c'est les commandes de l'infodivertissement, vous avez un petit satellite pour la commande du système audio, qui est pas si mauvais que ça, une climatisation automatique et même un écran de 8 pouces qui est assez réactif avec un bon graphisme qui intègre Apple CarPlay, Android Auto, et si vous mettez 400 € de plus, vous avez l'option navigation, mais vous n'en avez pas besoin parce que vous pouvez connecter votre smartphone et puis vous avez la navigation du smartphone qui marche très bien. Il y a aussi l'allumage des feux automatiques, les essuie-glaces automatiques. Pour mémoire, il y a 20 ans, c'était des équipements qui étaient sur les véhicules très haut de gamme. Aujourd'hui, vous avez ça sur la plus basique des Dacia. Sous le capot, une mécanique qui est simple, pas de turbo, pas d'hybridation, un petit 3 cylindres, 1 litre essence qui développe 65 chevaux et 95 Nm de couple. Bon, le châssis de la Sandero, c'est celui de la Clio 5. Il a fait référence pendant de nombreuses années en termes de compromis confort tenue de route. Donc, on ne sera pas étonné que cette Sandero se montre confortable, tout en offrant un équipement sécurisant. À la lecture de la fiche technique, vous avez dû vous dire, voilà, là, 65 chevaux. Je vais pas aller bien vite là-dessus. Ouais, si on regarde en plus le 0 à 100, c'est 16 secondes 7, on se dit que ça va pas être un foudre de guerre sur la route. Et ben, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce qu'elle est légère, cette voiture. Elle fait que 1036 kilos. La boîte de vitesse, en plus, est très bien étagée. Elle se montre donc suffisamment alerte. Bon, certes, pour doubler, il faut rétrograder un ou deux rapports. C'est la même chose dans les côtes. Vous montez en 3e ou en 4e au lieu de monter au 5e. Là, le moteur se montre. C'est un des défauts un peu sonores quand il est dans les tours. Autre petit défaut, vous avez le débattement de la boîte de vitesse qui est un peu important, mais franchement, on s'en accommode. En ville, la voiture s'en sort bien parce que la première est très courte, donc ça démarre bien au feu rouge. Ensuite, on a une bonne souplesse mécanique. Et puis, malgré les 65 chevaux, on peut faire l'autoroute sans problème. La vitesse de croisière à 130 km/h, elle tient, sauf si vous avez une grande côte où il faudra rentrer un rapport. Et puis, le bon côté des choses, c'est que ce petit moteur se montre frugal. Alors, sur l'essai que j'ai fait, avec de la ville, de la route, de l'autoroute, j'ai réussi à ne consommer que 5,7 litres de moyenne. C'est même moins que la consommation normalisée. Alors, est-ce que c'est vraiment la meilleure voiture du monde ? Si vous tenez compte du prix, oui. Parce que franchement, elle est hyper polyvalente, elle est plutôt bien finie, elle est garantie 3 ans ou 100 000 km. Je vais reprendre une pub qui était pour des chaussures à l'époque, faudrait être fou pour dépenser plus, mais c'est vrai, c'est ce qui fait le succès de Dacia. Moi, j'aime beaucoup Dacia. Et puis, je vais faire ma petite pub perso. J'ai eu la chance d'écrire mes premiers articles pour Vosges Matin. C'est paru dans le livret qui est paru mi-avril, spécial voiture. Et j'ai chroniqué entre autres 2 voitures. Le nouveau Duster qui va se faire attendre, mais celui qui attend. Et puis aussi la première motorisation de Dacia sur le Jogger. C'est vraiment des belles motorisation voitures. Hybride. Ouais. Oui, non, mais c'est très bien. Franchement. En plus, c'est une belle auto. Non, rappelez-moi le prix, là. C'est très bien. À partir de 11 490 €. C'est moins cher que certaines voitures. Oui, dont on parlera bientôt. La voiture est. Allez, à suivre. Tiens, moi j'ai envie de vous offrir des places. Tiens. À moi ? Non. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Alors pas à vous l'ami Jean-Luc, mais parce que moi j'ai surtout envie de les offrir à ceux qui nous écoutent. On vous offre 2 entrées, n'hésitez pas, vous pouvez appeler. Les 2 premiers appels là. Les 2 premiers appels vont se voir offrir une entrée pour 2 personnes pour aller vivre le championnat de France Superbike qui va se dérouler le 29 et le 30 avril prochain. Ça sera sur le circuit de Nogaro dont nous sommes partenaires et donc nous offrons des places. Voilà. Superbike, c'est de la moto, oui, je précise. C'est de la moto. Ouais, enfin en même temps. C'est pas Superbike avec des chèvres. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Celle-là, je l'avais pas vu arriver, Superbic. Pour gagner, j'ai oublié de vous donner le numéro de téléphone quand même, c'est 826 300. C'est notre ami Jordan qui vous appelle, enfin qui vous accueille. Allez, la voiture et l'environnement, on va tout de suite accueillir Justine Bonneau, qui est fondatrice et directrice de We Do Low. Bonjour Justine. Bonjour à tous les deux. Bonjour Justine. Widoulot qui remporte le prix pionnier ACF lors des Grands Prix ACF Autotech cette semaine. Vous nous excusez, Laurent, c'est parti. C'est les chèvres, ça l'a fait beaucoup rire. Elle était bonne la blague. Justine, elle était bonne. très bonne. Bon, alors expliquez-nous, Widoulot, ce que c'est, Justine.
Alors Widoulot, en fait, c'est une entreprise qui est une spin-off de deux laboratoires de recherche. Donc l'IETR qui est situé à l'INSA de Rennes et l'INRIA aussi à Rennes, on est des Bretons. C'est une équipe de 13 personnes et on est expert en fait en optimisation de logiciels embarqués. Alors pour rendre des choses un peu plus simples, ce qu'on fait, c'est qu'on allège en fait le code qui est embarqué et notamment sur des voitures ou sur des véhicules de différents types. Et on a 1 an. Ah ouais, vous êtes tout jeune. On est tout jeune, on est tout jeune. Une biquette, quoi. Exactement, voilà. Et alors, expliquez-nous. Alors, les lignes de code, parce que ma maman écoute, donc là, elle est déjà perdue depuis un petit moment. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'informatique dans les voitures, on est d'accord. Que toutes ces lignes de code, ça prend du temps, donc on a des systèmes qui sont moins réactifs, et surtout, ça consomme de l'énergie, c'est ça? Exactement. Oui, en fait, donc quand vous disiez qu'on a une augmentation du nombre de lignes de code, aujourd'hui, en fait, ce code, il permet de piloter toute l'électronique en fait qu'il y a dans une voiture. Et aujourd'hui, c'est 200 millions de lignes. 200 millions de lignes. Tout à fait. Et en 2025, on passe à 600 millions. Donc, c'est des challenges en fait qui sont continus parce que on a toujours besoin de plus de fonctionnalités. Elles sont toujours plus complexes et ça consomme de plus en plus d'énergie. Donc, nous, notre but, c'est de pouvoir aider à améliorer la performance de tous ces systèmes pour qu'on n'ait pas de compromis à faire en fait entre la qualité, la réactivité, la consommation et puis toutes les fonctionnalités qu'on rajoute dans nos voitures. Sans rentrer dans le secret, comment vous faites pour diminuer? Vous ne prenez pas les 200 millions de lignes de code une par une pour les vérifier et voir ce qu'on pourrait économiser? Comment vous faites? Ah si, tout à fait. Ah ouais. Exactement. Alors c'est pas nous avec notre œil qui analyse ça. Pas vos petits bras, oui. Mais en fait, on a conçu un outil logiciel. Donc, on fait des logiciels pour analyser des logiciels. Et en fait, ça fait vraiment un scanner. C'est comme un petit peu un enquêteur qui va aller regarder les différentes lignes. Et le but, c'est de déterminer à tel endroit, en fait, on pourrait faire telle modification. On indique la modification concrètement et on donne aussi le potentiel de gain qui serait associé à cette modification. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un scan de toutes ces lignes et puis de le réaliser de façon automatique pour que ce soit facile de faire ces optimisations également. Oui, parce que chez les constructeurs, en fait, il y a différents services qui travaillent en parallèle, ce qui fait qu'il y a peut-être des lignes qui sont redondantes quand on marie le tout dans un véhicule. Alors il y a des lignes qui sont redondantes, mais aussi en fait il y a des éléments dans le code qui peuvent être modifiés pour mieux coller au processeur sur lequel le code va tourner. Et ça, en fait, c'est pas toujours évident quand on est un développeur de logiciel de le savoir parce qu'il faut avoir à la fois la compétence logicielle mais aussi la compétence sur le processeur spécifique qui va faire tourner toutes ces lignes de code. Et c'est là toute la complexité en fait. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre ça accessible à n'importe quel développeur tout en lui laissant la main. Donc c'est quand même lui l'expert, c'est lui qui sélectionne les modifications qui sont acceptables ou non pour son logiciel. Et voilà, c'est juste en fait un guide et un copain pour aider en fait le développeur pendant la conception de son code. Concrètement, pour un automobiliste lambda, là, ça apporterait quoi? Vous nous dites on va économiser de l'énergie, mais ça peut se traduire en quoi? En diminution d'émissions de CO2, baisse de la consommation, c'est quoi? Ouais. Tout à fait, oui, ça peut se traduire directement là-dessus. En fait, augmentation de l'autonomie aussi de la batterie. On peut aussi avoir des systèmes qui sont plus réactifs, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut accélérer aussi le traitement pour qu'il ait lieu plus vite, donc plus de réactivité. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous anime, c'est quand même d'avoir un impact sur la réduction de la consommation d'énergie et donc un impact direct sur la batterie. D'accord. Alors, vous avez 1 an, vous travaillez déjà avec, puisqu'on parle d'auto dans cette émission, vous travaillez déjà avec des constructeurs auto, ils vous ont approché. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce Grand Prix ACF Autotech, là? Alors aujourd'hui, on a des collaborations avec des acteurs du véhicule, donc pas uniquement de l'automobile, sur lesquels je ne peux pas communiquer encore. Mais par contre, le Grand Prix, pour nous, c'est avoir un lien et un contact direct avec les bonnes personnes dans des entreprises qui sont extraordinaires pour nous, parce qu'on parle de Plastic Omnium, de Renault par exemple. Et ça, en fait, c'est un gros challenge quand on est tout jeune et que c'est de trouver vraiment le bon interlocuteur, le bon contact. Donc ça nous apporte ça. Et puis, notre objectif, c'est de pouvoir justement accélérer pour avoir de belles collaborations. Et ça, c'est grâce à la grosse mise en lumière qui est faite par ce concours. Alors le Grand Prix ACF, juste une petite chose, une précision pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un concours de start-up qui est organisé par l'Automobile Club de France et l'ESSEC Automobile Club. Voilà, ESSEC étant la grande école. Tout à fait. Voilà. Et en plus, vous êtes une start-up
française Oui. et vous travaillez que en France, hein, Rennes, on est d'accord. Tout à fait, c'est ça. Ah, les Bretons, ils n'ont pas que des chapeaux ronds. Bon, non, bah. et c'est la deuxième fois que c'est une start-up bretonne qui ramène le prix. Ouais, c'est cool. Et demain C'est le climat qui fait que vous travaillez plus, c'est ça? Il fait très beau là aujourd'hui. hein. Voilà, bah, Voilà, ouais, alors bim, que nous il pleut. bim, Bon. l'ami Jean-Luc. C'est quoi Non, mais ta j'adore marque la Bretagne. Hein. Ouais, moi Je aussi, le je redis, voilà, je vais méga fan. demander la naturalisation bretonne bretonne. Ah, moi, j'ai une partie de la famille, j'ai du sang breton. Je suis né à Paris, mais j'ai honte de dire que je suis parisien, alors que j'adorerais dire Non, que mais je il suis faut pas breton. avoir honte de dire Si, qu'on si, est. si, Mais non, voilà. mais non. Maintenant, si. Vous n'y êtes pour rien. Demain, c'est quoi l'aventure et la continuité, Justine Bonneau, pour We Do Low, W-E-D-O-L-O-W? Alors en fait, demain, notre challenge, aujourd'hui, on a réussi à convaincre nos premiers clients puisque on accompagne différents clients. On les accompagne en mode prestation de service outillé puisque notre outil logiciel, il sort cette année. Ils sont convaincus par ce qu'on amène et le challenge, c'est de les convaincre aussi avec un outil logiciel qui soit chez eux pour qu'ils soient autonomes. Parce que le gros challenge quand on est dans ce type de domaine, c'est que nos clients ne veulent pas finalement sortir leur logiciel, c'est leur valeur ajoutée. Donc nous, notre but, c'est d'aller les rendre autonomes, que tout soit installé chez eux et qu'en fait, ils se débrouillent tout seuls sans nous. Et donc ça va être ça la prochaine marche à franchir. Alors moi j'ai une dernière question vraiment pour vous, Justine. Une femme dans ce milieu qui est essentiellement masculin, c'est pas trop compliqué? C'est une bonne question, on me la pose souvent, mais en fait moi j'ai eu la chance, en tout cas moi j'ai toujours collaboré avec des personnes qui étaient extrêmement intelligentes et qui m'ont pas considérée différemment parce que j'étais une femme dans un milieu masculin. Après j'ai l'habitude depuis des années puisque je suis ingénieure et je suis docteur en informatique, donc c'est pas un milieu très 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 féminin, mais ça m'a jamais empêché en fait d'avancer et donc voilà, je pense que c'est aussi important de passer le message aux jeunes filles qui ont envie de pouvoir se lancer dans ce type de métier. C'est pas toujours difficile, c'est pas toujours une souffrance et la preuve en fait. Je suis très fière de pouvoir ramener ce prix et je pense que j'ai pas été considérée différemment parce que j'étais une femme. Bon, Eh bien, bravo Justine, bravo. en tout cas. Et Justine bravo à Bonneau. toute l'équipe. Donc, Oui, Bravo bravo à toute l'équipe Ouais. au 13, exactement. Et oui, c'est important. On le sait, hein, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ah Ça se ouais, confirme tous complètement. les jours. Bravo à Complètement. toute l'équipe de We Do Low. Si vous voulez en savoir plus, W-E-D-O-L-O-W sur Internet, qui a remporté le prix Pionnier ACF, Automobile Club de France, lors du Grand Prix ACF Autotech 2023. Les prix ont été remis d'ailleurs ce jeudi dernier à Exactement. l'ACF à Paris. On vous embrasse. Bon week-end à Rennes. Merci à tous les Merci, deux. au revoir, Merci. Justine. Au revoir. Au Et revoir. bravo aussi à Yannick du Gers qui vient de gagner. Et on a également Emeline du Tarn, 2 places pour aller vivre le Superbike au Grand Prix. C'est au Nogaro, voilà, pour le week-end prochain. Allez, une pause et puis on vous accueille au 0826 300 300 pour votre question. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes très nombreux également sur la page Facebook de Sud Radio. C'est toujours un bonheur de partager ces moments avec vous le samedi matin. Merci à tous ceux qui sont avec nous et qui donnent des petits bonjours. Stéphane, Jean-Charles, on a pas mal de monde qui arrive régulièrement. D'ailleurs, vous donnez votre prénom sur la page Facebook de Sud Radio en disant coucou, j'arrive si vous êtes un petit nouveau. Tiens, est-ce qu'il est nouveau? On va le savoir tout de suite au 0826 300 300. Bonjour Jean. Bonjour Oui, Jean. bonjour. Bonjour Laurence, Comment bonjour ça Jean-Luc. va? Ah vous êtes du Sud, vous. Ouais. Voilà. Je vous avais déjà appelé, vous vous rappelez l'histoire des pneus qu'on m'avait posés à la vague? Ah oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui, Pas moi, je m'en rappelle pas. Oui. Les Rapidement. pneus neufs à l'arrière et pas à l'avant. Voilà. Ouais, ça, Voilà. ça y est, je me souviens. Voilà. Bon. Alors, Voilà. Alors je vous appelle, je peux y aller? ouais, allez-y, on vous Voilà. écoute. Alors je vous appelle parce que j'ai une vénérable 106 Peugeot qui a 30 ans bientôt. Alors je voulais savoir si ça valait le coup de la mettre en voiture de collection. Vous voulez dire en carte grise? En carte grise, oui. Oui, Voilà. en carte grise de collection. Voilà. Vous avez fait un barbecue avec votre saucisse ou pas? Non, mais, bon, c'est la journée des blagues à 2 francs. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors,
Oui, je vais vous dire, ça vaut le coup à partir du moment où on a un véhicule qui a plus de 30 ans. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez plus habiter au contrôle technique. Au lieu d'un contrôle technique tous les 2 ans, vous aurez un contrôle technique tous les 5 ans et c'est un contrôle technique allégé. C'est-à-dire il y a plus de défauts critiques pour le contrôle technique en collection. Le défaut critique, vous savez, il vous empêche de rouler le lendemain du jour du contrôle technique. Donc là, c'est plus tolérant, en particulier sur les vieilles autos qui ont tendance un peu à perdre de l'huile. Bon, aujourd'hui, c'est contre-visite. Si vous avez ça sur un véhicule récent, si vous avez une voiture ancienne, le vérificateur sera plus tolérant. C'est mieux dans ce sens-là. Contrairement à une idée reçue, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que quand on est passé en carte grise de collection, on ne peut pas revenir en arrière. Bien sûr que si, on peut revenir en arrière. Maintenant, pour passer en carte grise de collection, c'est un peu plus compliqué que ça ne l'était à une époque. Vous avez 2 possibilités. Votre voiture a plus de 30 ans, donc il faut déjà qu'elle ait plus de 30 ans. Vous avez, première possibilité, vous demandez un certificat de conformité à Peugeot. Ils vont vous demander de faire 2-3 photos. Il n'y a pas de tuning sur votre voiture, un gros aileron, un moteur turbo à la place de celui d'origine. Voilà. Donc si elle est en configuration d'origine, Peugeot peut vous fournir. Ça prend un peu de temps, ça les emmène. Donc, ça risque d'être long. Deuxième possibilité. Auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. Là, vous allez remplir. Alors maintenant, on peut avoir un dossier en ligne. C'est quand même beaucoup plus rapide que ça ne l'était auparavant. Donc là, ils vont vous demander de démontrer que le véhicule est bien dans son état d'origine, parce que un véhicule ne peut bénéficier d'une carte grise avec la mention collection que si il est dans son état d'origine, puisque on considère que c'est du patrimoine. Donc on imagine bien que si c'est un véhicule complètement modifié, ça marche pas. Donc vous remplissez ça et ensuite, quand vous aurez le document, l'attestation FFVE, je crois que ça coûte 52 € ou un truc comme ça. Vous faites auprès de la NTS. Alors, je crois même que la FFVE vous propose un service qu'il fait à votre place. Donc, ils font une demande de carte grise collection et vous recevez votre carte grise collection. Le prix de la carte grise, c'est vraiment minime, mais ça vaut le coup de le faire. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que votre véhicule est immatriculé avec une carte grise portant la mention collection, on n'a plus le droit de l'utiliser pour travailler. Alors, je ne sais pas ce que vous faites avec cette voiture-là. Je travaille plus. Voilà, donc oui, ça a du sens. Ça a du sens. Et puis en plus, vous savez, on parle des ZFE. Alors bon là, ça vient, mais jusqu'à présent, les ZFE qui sont déjà en place accordent des dérogations aux véhicules qui sont en carte grise de collection. Donc on n'est pas embêté pour rentrer ou sortir de ces zones-là si on a une carte grise de collection. Alors si je vous ai bien compris, je peux passer directement par Peugeot. Vous pouvez passer par Peugeot. À mon avis, ils vont vous regarder avec des grands yeux. Quand vous allez leur dire, je voudrais un certificat de conformité pour ma voiture, ils vont vous regarder. Ils vont vous dire, oula. Parce que c'est la mienne, vous voyez, je l'ai achetée. Oui, bien sûr, c'est pas une voiture d'occasion. Non, mais je sais bien. Moi, j'ai une petite Mazda MX-5. L'année dernière, elle a eu 30 ans. J'étais chez Mazda pour essayer une voiture. J'aurais dit, tiens, je vais passer ma MX-5 en carte grise collection. Ils m'ont demandé 3 photos de la voiture et ils m'ont renvoyé dans la foulée l'attestation de conformité. Et j'ai envoyé ça dans la journée. J'avais fait toutes les démarches et j'ai reçu la carte grise le lendemain. C'est pour vous dire la vitesse à laquelle c'est allé. On déclare ça à l'assurance, demande Stéphane après ? Alors non, l'assurance c'est non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. L'assurance n'a rien à voir. Vous pouvez assurer un véhicule collection sans qu'il ait obligatoirement une carte grise portant la mention collection. D'accord. OK. Voilà. Mais vous avez tout intérêt à le faire si vous voulez la garder cette voiture. Et pour la revente, je vous dis, ceux qui disent oh là là, non, il y a pratiquement pas d'inconvénients. Les seuls inconvénients, c'est que effectivement, c'est un véhicule qui doit servir pour les loisirs. Oui, non, mais ça c'est pas un problème. Et pour les réparations, il y a aussi, je crois, un peu. Alors l'aventure. Alors oui, elle peut pas être déclarée économiquement irréparable, mais ça veut pas dire que l'assurance va tout vous rembourser si c'est au-delà du prix de la voiture. C'est vous qui paierez la différence. Alors mon conseil est quoi ? De passer par le constructeur ou de m'adresser à la FFVE, ça ira plus vite. Franchement, maintenant il y a un service en ligne, ça va très vite. Vous allez sur le site de la FFVE, c'est très bien expliqué.
et vous aurez, en général, ça prend 15 jours. La Fédération française des véhicules d'époque. Merci beaucoup, Jean. On va devoir y aller. Malheureusement, il y a l'info. Non, mais c'est bon, j'ai Restez compris. hors antenne, Jean, on va vous répondre hors antenne. D'accord ? Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, on vous répond hors antenne, mais là, on a l'actu qui arrive. On vous embrasse fort. Merci pour vos questions. Merci, Jean. Merci. Allez, à suivre. J'ai l'impression qu'on va encore vous faire gagner des places pour le Superbike. Et puis, on va parler des motards en colère qui se dirigent sur la région de Toulouse. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans la deuxième heure d'On parle auto en votre compagnie. Vous qui nous écoutez, bien évidemment, partout en France ou dans le monde, grâce aux applications Sud Radio et sur Internet ou même sur la page YouTube de Sud Radio. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts. Tout autant que vous qui êtes sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes nombreux. Merci beaucoup. Il y a 3,6 litres. Ça sent la Porsche, ça. Qui nous fait un petit coucou. Stéphane qui dit, tiens, j'ai une question. On attendra un petit peu, Stéphane. On a beaucoup d'actu là. On a également Jean-Charles qui nous a posé plein de questions. Merci à vous tous d'être avec nous. Allez, au programme de cette deuxième heure, nous allons entre autres parler de la Renault Clio. On va parler de la nouvelle Clio qui s'est refait un petit lifting. La Clio qui est une des meilleures ventes de Renault historiquement. On aura tout à l'heure avec nous le directeur de Renault France qui nous parlera de la commercialisation de cette voiture et des petites différences qu'il y a par rapport au modèle précédent. On parlera aussi de Michelin qui a remporté 2 distinctions au Tire Technology Expo 2023, dont le meilleur manufacturier de l'année. C'est la 6e fois. Ah, donc ils ont un secret sans doute, on leur demandera quel est ce secret. Et puis côté classique car, eh bien on va parler d'un grand champion français qui est injustement méconnu. Exactement, on va parler d'un champion que vous ne connaissez pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas, et paradoxalement les Italiens le connaissent mieux. Il s'appelle Louis Rosier. Il a entre autres gagné les 24 heures du Mans en restant 23h10 au volant. Alors moi, rien que ça me terrifie même. Il a couru avec Fangio. Enfin voilà, c'est le premier Français à être monté sur un podium de Formule 1 également. Enfin, vous voyez, vraiment un grand champion. Comme on dit, il est capé. Puisqu'on parle de circuit après les 24 heures du Mans, nous aurons le plaisir avant 13h de continuer de vous offrir des entrées pour aller vivre le Superbike à Nogaro le week-end prochain. Et puis puisque nous parlons de moto, eh bien on va tout de suite plonger dans l'actu qui touche la moto avec la manifestation nationale des motards aujourd'hui dans les métropoles dont Toulouse. On en parle tout de suite. Avec notre invité, c'est Christophe Boulet qui est avec nous de la Fédération française des motards en colère. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Ouais, vous êtes en route donc pour Toulouse ? Oui, tout à fait. Alors là, je suis actuellement sur l'aire de Garonne. On va retrouver les motards de Toulouse sur Muret. Et il y aura 2 convois, en fait, 2 manifestations qui vont avoir lieu. Une qui part de Saint-Jory, une autre de Muret. Et nous rejoindrons ensuite au circuit Candy pour la fin de manifestation. Donc on va on va faire un appel à tous les automobilistes. Ouais. Vous risquez de croiser beaucoup de motos. Voilà, exactement. À partir de quelle heure ça démarre la manifestation ? Alors la manifestation devrait démarrer aux alentours de 13h30. D'accord. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est toujours cette histoire de contrôle technique que le gouvernement veut nous imposer. Malgré en fait le fait que des mesures alternatives ont été déjà présentées à l'Union européenne par le gouvernement, l'Union européenne n'a rien dit. Donc en fait dans ce cas-là, comme on dit, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire qu'elle semble valable. Mais le Conseil d'État a décidé de lui-même de passer par-dessus l'Union européenne et de dire non, ces mesures ne sont pas suffisantes. Oui, mais enfin bon, l'avis du Conseil d'État, vous l'avez vu, puisqu'on a entendu, c'était à la rentrée de septembre, on a entendu que le contrôle technique, ça y est, allait être mis en place. Bon, pour l'instant, il s'est rien passé. Au 1er janvier, il s'est rien passé. Et moi, j'en parle régulièrement avec les acteurs du contrôle technique. Il va pas se passer grand-chose pour le moment, parce que d'abord, on ne sait pas quel type de contrôle on va mettre en place. On ne sait pas dans quel centre ça va pouvoir être fait. Les équipements n'ont pas été commandés. Le personnel n'a pas été formé. Donc, le contrôle technique moto. Exactement. Oui. Pour l'instant, c'est un serpent de mer. Alors, pour l'instant, oui, mais d'après ce qu'a dit le ministre des Transports lors d'une réponse aux députés pendant les questions au gouvernement, il a dit qu'un décret devait être pris et que des discussions étaient en cours pour qu'ils le prennent prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les cas d'accident moto,
seuls 0,3% de ces accidents sont dus à une probable défaillance technique. Oui, on sait que les motards entretiennent mieux leur véhicule. Exactement. C'est une question de survie, donc ça paraît évident que si on n'a pas de frein à moto... Non mais ok messieurs, voilà. mais pourquoi vous seriez différents des voitures? Il y a les ZFE qui arrivent, il y a les anti-pollution qui arrivent, pourquoi vous seriez différents? Pour répondre à votre question, lorsque le contrôle pour les autos a été mis en place, 17% des accidents auto étaient dus à des défaillances techniques et on constaté un manque d'entretien des véhicules. Or, de l'aveu même du ministre, les motos sont bien mieux entretenues parce que les pilotes ne sont pas suicidaires. Alors, il y a deux catégories, Christophe. Il y a les scooters qui sont dans un état pitoyable. Alors, et puis les motos qui sont bien entretenues. Voilà, les scooters, c'est autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire, qui peuvent opérer des contrôles. Mais ça et d'ailleurs, moi, j'habite sur Bayonne, je vois que la ville de Bayonne et la préfecture font des contrôles extrêmement réguliers, notamment qui visent les scooters. Ils font des contrôles notamment sur l'état et surtout sur le bruit, parce qu'on sait que là, pour les scooters, c'est un gros problème. Ils verbalisent au besoin et on est tout à fait d'accord avec ce type de mesures. À côté de ça, 30% des accidents ont aussi pour cause des problèmes d'infrastructure, d'aménagement. On préférait que l'État s'occupe des routes. Là, vous avez raison, effectivement. Plutôt qu'il s'occupe de nos motos. Mais moi, je pense pas que ce soit antinomique. Enfin, je vois pas le. Alors, il est pas antinomique. Dans les discussions qu'il y a actuellement, il pourrait être mis en place pour la vente du véhicule, au moment de la vente du véhicule. Donc, ce ne serait pas un contrôle périodique. Pour la vente du véhicule, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on peut très bien aller voir un concessionnaire. Moi, j'ai acheté une moto dernièrement. J'ai dit à l'acheteur, avant de valider l'achat, j'emmène la moto chez le concessionnaire, je lui demande de checker la moto entièrement, de me dire s'il y a une défaillance éventuelle, s'il y a des réparations à prévoir. Oui, mais vous avez fait ça parce que mais vous êtes honnête. Voilà, exactement. Alors il y a plein de gens qui ne le font pas. Après, Christophe Boulet, vous qui êtes de la Fédération française des motards en colère, entre autres du 64, il y a cette problématique des contrôles techniques, mais vous êtes aussi sur tout ce qui est ZFE. Enfin voilà. Alors oui, pour les ZFE, en fait, ça pose problème. Zone à faible émission mobilité. Voilà, il y a, et c'est ce qu'on voit sur Toulouse, par exemple, il y a un hiatus avec les ZFE, c'est-à-dire que on met en place une discrimination sociale pour des gens qui habitent en dehors des centres-villes parce que les loyers sont trop chers, qui ont souvent des véhicules anciens, qui malheureusement ne peuvent pas envisager de le changer et qui vont se retrouver interdits d'accès à certains centres-villes. Donc là, on a demandé aux députés et aux sénateurs de revoir la copie. D'ailleurs, le Sénat a lancé une consultation. Voilà. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent. On en reparlera. On va en reparler à la fin de l'émission, Christophe. Merci en tout cas. Puis on vous laisse partir à votre manif. Donc on rappelle à partir de 13h30. À quel endroit rendez-vous? Alors, le rendez-vous pour nous, il est sur le parking du cinéma VO à Muret. D'accord. Et pour les petits copains qui vont venir en fait de plus au nord, ils ont rendez-vous à l'aire de covoiturage de Saint-Jory. Bon, très bien. Et ça vient de partout, attention, ça vient de partout dans le. Comme Laurence est très gentille, elle va vous offrir des places pour aller faire du Superbike. Voilà. C'est très très aimable à vous. Je vais les recevoir avec beaucoup de plaisir. Voilà, deux places pour vous. On vous offre ça. Des motos du Superbike qui n'ont pas besoin des ZFE. Bon, faudra aller à Nogaro. Oui, Nogaro, c'est pas très loin. C'est pas très loin. On vous embrasse. Il n'y a pas de souci. Merci Christophe. Vous avez bonne journée. Merci Christophe. Vous avez la parole tout le temps. Moto ou voiture sur l'antenne de Sud Radio et en particulier dans On parle auto et de moto pour changer un peu. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et on parle pneus avec tout le monde, moto et auto. Là, c'est Cyril Roger, expert innovation chez Michelin, que nous recevons parce qu'ils ont pris un prix. Ah non, ils n'ont pas pris un, ils en ont pris deux, et puis ils n'arrêtent pas d'en prendre. Bonjour Cyril. On va faire un jeu de mots prix. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon alors Michelin, pour la 6e fois manufacturier de l'année, comment on peut expliquer ça? Alors déjà Cocorico quand même. Ouais, c'est bien. Voilà. Oui, je pense que c'est bravo à toutes les équipes qui travaillent sur tous ces sujets. Effectivement, Michelin récupère le prix le plus prestigieux en plus de Tire Tech Expo 2023 avec le prix du manufacturier de l'année. Et je pense que ça, voilà, vous disiez c'est quoi le secret? Je crois que le secret c'est de travailler sur tous les aspects à la fois du pneu et de ne pas se concentrer uniquement sur un des éléments. Et Michelin pour ça a une approche très holistique où pour essayer de rendre le pneu plus durable,
on essaye de prendre en compte l'ensemble des éléments qui impactent l'environnement au travers du pneu. Voilà, sur l'efficacité énergétique, les matériaux avec des matériaux plus durables, des pneus qui durent plus longtemps, les usines plus environnementales, etc. Donc on travaille vraiment tous les aspects et je pense que la profession a reconnu cette approche comme étant valable et puis on montre régulièrement des progrès très notables dans tous ces domaines. Oui, c'est un record, 6 fois. Et personne d'autre n'a égalé ça jusqu'à présent. J'imagine qu'il y a des constructeurs auto qui doivent vous envier. Alors le groupe a reçu également le prix de la réalisation environnementale de l'année. C'est quoi ? Alors en fait, c'est un prix qui reconnaît là dans le domaine du design pneu les progrès qui ont été faits par Michelin suite à l'annonce qu'on a fait en novembre l'année dernière de 2 pneus qui préparent les technologies qu'on verra en grande série dès 2025. Donc c'est vraiment demain. Qui permettent de rendre les pneus plus durables en travaillant sur la partie matériaux cette fois-ci. Et on a montré 2 démonstrateurs qui contiennent ces technologies l'année dernière à la presse. Donc un pneu tourisme qui contient 45% de matériaux durables. Alors c'est quoi les matériaux durables dedans ? Alors en fait, ce sont des matériaux qui sont soit renouvelables, donc biosourcés à l'échelle humaine, soit ce sont des matériaux recyclés. Alors quelques exemples, dans les matériaux biosourcés, on peut avoir de la silice d'écorce de riz, on peut avoir des déchets de bois qu'on transforme en biobutadiène. On a aussi dans les matériaux recyclés des pots de yaourt qu'on va utiliser. On va pouvoir faire nos pneus dans la cuisine alors parce que tout ça j'ai chez moi presque. presque. Il vous manquera une petite partie du procédé qui est souvent importante, mais effectivement les pots de yaourt, les emballages. Excusez-moi Cyril, d'où l'intérêt de faire le tri sélectif, y compris sur les pots de yaourt et de les mettre dans la bonne poubelle. Exactement. Alors ça va être très très important pour la suite parce qu'en fait aujourd'hui il y a tout un tas de plastiques qu'on ne sait pas recycler et on est en train de découvrir des technologies et justement c'est un peu ce que Michelin fait et on a été reconnu pour ça. C'est on travaille sur des technologies qui non seulement vont être bonnes pour faire des pneus plus durables demain, mais vont être bonnes aussi pour recycler des plastiques qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. Et Michelin lead un consortium aujourd'hui au niveau européen qui s'appelle White Cycle, dans lesquels on a beaucoup d'acteurs. On a plus de 15 acteurs du monde qui sont en fait certains des acteurs comme par exemple le groupe Inditex qui est Zara, qui va vouloir travailler sur le recyclage de ces vêtements en fin de vie. Wow. Et on est sur des technologies de recyclage du plastique qui sont basées sur des technologies similaires à ce que nous on va utiliser pour pouvoir fabriquer des nouveaux renforts dans nos pneus qui sont aussi fabriqués à base de plastique. Ouais. Voilà. Cyril, juste pour parler d'un petit point d'actualité cette semaine, on a vu que dans l'Est, il y a des gens qui déposent des pneus un peu n'importe où. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, les pneus, on peut les recycler, que ça coûte rien, et que ces pneus-là, on peut les recycler. Parce qu'on nous dit, oui, c'est des décharges sauvages, mais bon, il y a juste à les prendre et à les emmener au recyclage, c'est tout. Alors en général, la plupart du temps, donc ce qui est nouveau, c'est que vos pneus de vélo qu'avant on mettait dans la poubelle, on dit mais ne les mettez pas dans la poubelle, amenez-les dans un centre de tri. Par contre, effectivement, l'ensemble de la filière est très très bien organisé. Aujourd'hui, il y a un système qui est payé par les manufacturiers, qui s'appelle la responsabilité étendue du producteur. Donc ce sont les manufacturiers qui payent pour la collecte et le recyclage des pneus en fin de vie. Donc Michelin paye à une société qui s'appelle Alia Pure, par exemple en France chaque année, pour le montant de ces pneus qui sont mis sur le marché en France, une certaine cotisation, et tous les autres font exactement pareil, ce qui permet aujourd'hui en France d'avoir 99% des pneus qui sont collectés. Donc on a une filière qui est très très en avance par rapport au reste des autres filières industrielles sur la collecte et le recyclage de ses propres produits en fait. D'accord, très bien. On en reparlera bientôt. Et bravo de nouveau, bravo à Michelin. Merci beaucoup. Félicitations. 6e fois le prix du manufacturier de l'année au Tire Technology Expo 2023, c'était à Hanovre en Allemagne, et vous avez également reçu le prix de la réalisation environnementale de l'année pour 2 premiers pneus homologués route incorporant respectivement 45 et 58% de matériaux durables. Ça avance bien, bravo. Il y a du lapin. Chapeau, il y a du lapin. Oui, du rap de lapin. Mon chéri. Il est en forme. Mais il est plus en forme que moi ce matin. Donc moi pour l'instant j'écoute, je profite, je m'amuse. Et notre ami Bastien qui réalise aussi, il a un sourire en banane jusqu'aux oreilles. Allez, dans quelques instants, on va voir si David il aime aussi l'humour de l'ami Jean-Luc ce matin. Ce sera la question 0826 300 300. Faites comme David, appelez-nous pour poser vos questions ou échanger avec nous dans On parle auto sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et avant 13h, nous irons jeter un œil du côté de la Renault Clio qui s'offre une très belle cure de jouvence. On passera par Louis Rosier, champion français injustement méconnu dans notre rendez-vous classique car. Mais tout de suite, on vous accueille au 0826 300 300 pour poser vos questions, échanger avec l'ami Jean-Luc. Salut David. Bonjour David. Bonjour, je fais un mix. Bonjour Jean-Laurence. Oula, j'ai la barbe qui pousse. J'ai la barbe qui pousse. Ouais, bon, du moment que j'ai pas les seins qui poussent, moi ça va. C'est pas moi qui l'ai dit. Quoi que ça dépend. Hein. Quand on prend trop de kilos, les garçons, ça vous arrive aussi. Alors, on vous écoute, David. Donc alors, j'avais envoyé 2 petites questions, une expérience, partager mon expérience. Ouais. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors déjà, c'est quoi votre véhicule ? Alors attention, vous allez être surpris. Hein. C'est une Renault Laguna 2004 1,8 litre 16. Alors donc, Renault Laguna. C'est pas tout neuf. Et elle roule encore. Elle roule alors 345 000. Hein. Waouh, toujours entretenue, tout. Ouais, par un mécano que je connais et un peu par moi-même. Et vous habitez où, David ? Dans l'Essonne. Ah, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la ZFE, mince. Non. Bon, vous dites que ça va être repoussé. C'est repoussé pour les critères 3. Oui, mais en juin, là. Ouais. Et ça risque d'être repoussé après les JO, il y a des rumeurs. Non, mais après, ça, c'est la voiture en plus. Hein, voilà. Donc celle-là, vous l'avez fait rouler, vous avez fait l'apprenti sorcier, vous l'avez fait rouler à 50-50 éthanol essence. C'est pas une bonne idée, mais bon. Ouais. Oui, non, enfin, à partir avant 200 000 km, j'avais commencé. Donc ça m'a coûté quand même une pompe à essence et là oui parce que en fait sur un véhicule fatigué vous le passez à l'éthanol d'un coup, vous avez plein d'organes, la pompe à essence en premier, mais il n'y a pas que ça hein, les injecteurs, il y a plein de trucs qui peuvent dire écoutez nous on se met pas l'alcool à cet âge-là. C'est vrai que plus on vieillit, plus l'alcool est néfaste et c'est pareil pour les organes mécaniques des voitures. Mais avec ou sans boîtier? Alors, sans boîtier, juste 50 maxi. Hein, vous m'avez dit, elle est de quelle année? 2004 2004. Ah ouais, non, franchement. Et vous auriez pu avoir même d'autres pannes plus graves que ça. J'ai eu ça et son de lambda. Après, le son de lambda, c'est 80 € maintenant. Mais son lambda crame parce que votre mélange il est trop pauvre et puis que le calculateur d'injection il peut pas augmenter. Les injecteurs sont pas dimensionnés suffisamment largement. Renault, ça m'étonnerait que sur les Laguna à l'époque ils aient une carto suffisamment étendue pour aller jusque là. Donc vous aviez forcément, même avec moitié, un mélange très pauvre. Donc très pauvre, ça chauffait fort. Il y a de grandes chances que votre catalyseur il marche plus non plus. Hein. Donc la sonde lambda, à partir du moment où elle meurt et que vous continuez à rouler, le catalyseur il meurt dans la foulée. Hein. Non, le catalyseur il y a un creux dedans. Ah ouais, d'accord. Et elle passe le contrôle technique. Excusez-moi là parce que le catalyseur il n'y est plus. Voilà. C'est passé, mais là je pense que là ça va être compliqué maintenant. Hein. Ouais, c'est passé, mais c'est compliqué, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, vu le prix de l'éthanol, c'est ce que je voulais dire, c'est surtout que ça vaut plus le coup parce que vu le prix. Vu le prix d'une pompe à essence. Voilà. ça vaut pas le coup. Alors, putain, elle a trop de kilomètres, vous devez être. Non, franchement, c'était pas une bonne idée. Merci d'avoir partagé. Voilà. Autre question. Là, vous étiez pas d'accord avec moi et c'est ça qui me plaît. Ah non, j'étais d'accord avec vous. En fait, c'est pour partager, pour dire qu'il faut pas forcément le faire. Mais je parlais pas de l'éthanol, je parlais de l'autre. L'autre question. Ah, l'autre question. Alors l'autre question. En écoutant souvent votre émission, il y a à peu près un an, sauf erreur de ma part, je croyais que vous aviez dit que les hybrides rechargeables n'allaient plus exister en France. Donc ils vont disparaître, ça c'est clair. De toute façon, en 2035, ils vont disparaître. Alors pourquoi ma question c'est ça, pourquoi tout le monde en refait? Même Toyota maintenant s'y met. Non mais Toyota en faisait déjà. Hein. Toyota avec la Prius hybride rechargeable, elle existe déjà depuis 2 générations. Oui. Hein. Et c'est même une des hybrides rechargeables les plus vertueuses parce que c'est un des modèles dont le bilan carbone est plus efficace que celui de la version hybride. Alors donc ça a du sens à partir du moment où on le fait comme ça. Mais ce qui s'est passé avec les hybrides rechargeables chez la
la plupart des constructeurs tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est que c'est avant tout fiscal. Ça permet, parce que l'homologation est très intéressante en matière d'émissions de CO2 pour les hybrides rechargeables, donc ça permet d'avoir des grosses voitures puissantes qui ne payent pas de malus. Donc tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne solution environnementale. Ça peut être une bonne solution pour celui qui va recharger systématiquement son hybride rechargeable, ce que ne font pas la majorité des utilisateurs, puisque toutes les voitures, par exemple, qui sont des voitures de société, parce que ça intéresse les sociétés, puisqu'ils ils n'ont pas de TVS, ils les rechargent pas. Donc vous trimballez en fait une grosse batterie qui sert à rien. Donc là, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que trimballer une grosse batterie qui sert pas, c'est pas écologique. Voilà. Donc c'est difficile au niveau de la réglementation de faire marche arrière tout de suite. Mais les hybrides rechargeables vont mourir de leur belle mort dans un avenir plus ou moins proche. Bon, et pourquoi ils font la Prius comme l'ancienne? Moi, la deuxième voiture, c'est une Prius. Non, mais la Prius hybride rechargeable, ça avait du sens. C'est ce que je vous ai dit. Il y a deux modèles. Mais pourquoi ils la font plus en hybride toute simple maintenant? Parce que ça a progressé suffisamment les batteries, la technologie des batteries pour pouvoir offrir une Prius hybride rechargeable qui est écologiquement supérieure à la Prius normale. Ah d'accord, ok. Voilà, donc, mais déjà, c'était déjà le cas auparavant. Il y avait deux modèles, comme je disais, il y avait la Ioniq et la Prius qui étaient les deux seuls qui avaient sur un bilan carbone qui était meilleur que les versions hybrides. Tous les autres hybrides rechargeables qui avaient été testés, alors c'est par l'ADAC, c'est un organisme allemand, qui fait référence, c'est l'Automobile Club allemand. Toutes elles étaient, on se rendait compte qu'au final, c'était pas intéressant écologiquement parlant. Bon, voilà. En tout cas, merci David d'avoir soulevé cette question. D'accord, écoutez, j'ai une bonne réponse en tout cas. Eh bien, à bientôt David. Alors, merci. Un très bon week-end. Bonne journée, merci. Merci à vous aussi. Allez, dans quelques instants, on va parler entre autres de Louis Rosier, un champion français qui est injustement méconnu ici sur le territoire. Et puis on aura avant 13h les 2 dernières entrées à vous offrir pour aller vivre le Superbike de Nogaro offert par Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et à ce moment de notre rendez-vous, on va pas parler que de Classic Cars rapidement, un numéro de téléphone à vous offrir 0826 300 300. Nous allons aussi évoquer le Superbike qui se déroule le week-end prochain. Et nous, ici à Sud Radio, on est partenaire de ce Superbike qui a été créé en 1981. À l'époque, c'était le championnat de France Open de vitesse moto. Vous voulez gagner 2 places, ce sont les 2 dernières de notre rendez-vous. Un seul numéro de téléphone à composer, le 0826 300 300. Et pour maintenant, on va accueillir la petite fille de Louis Rosier à l'antenne de Sud Radio. C'est Élodie Rosier qui nous rejoint. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour Élodie. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Louis Rosier aujourd'hui ? Parce qu'un auditeur m'a envoyé un petit message en disant tiens, cette semaine il y a le Tour Auto qui passe par le circuit Charade. Est-ce que vous savez que c'est un pilote français qui s'appelle Louis Rosier qui avait dessiné le tracé de ce circuit ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Louis Rosier ? Alors je me suis dit, alors c'est un nom que je connaissais, mais j'avoue que j'étais pas un grand spécialiste de la chose. Je me suis plongé un peu dans l'histoire de Louis Rosier et j'ai trouvé que c'était extraordinaire et qu'il fallait absolument en parler, d'autant qu'il y a une exposition qui vient d'être ouverte au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça Clermont-Ferrand, Charade. Voilà. Élodie, c'est ça, et c'est ouvert jusqu'à quand ? On peut y voir quoi, cette expo, vite fait ? Alors, cette expo, elle a commencé le 12 avril, elle finira le 28 avril. On peut y voir des panneaux retraçant la vie de Louis Rosier sous ses multiples facettes. On peut y voir des voitures, donc je vous détaille un petit peu. Oui, bien nous sûr. avons une Talbot Lago qui représente les voitures de course de Louis Rosier. Celle qui est présentée, c'est une voiture qui se trouve au musée de Malartre à Lyon. On peut dire qu'avec cette voiture, qu'avec cette Talbot Lago, il a une belle victoire. C'était en 1949 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est une voiture qu'il a eue après-guerre en 1948. Oui, parce que votre grand-père, alors on va pas détailler toutes les voitures, c'est bien de raconter son histoire à lui, mais votre grand-père, il a fait du motocross, des courses de côte, du critérium, il a couru ce qu'on peut appeler les grands prix de Formule 1 aujourd'hui. Il a couru aux 24 heures du Mans qu'il a gagné en 1950, justement sur une Talbot Lago, et il courait avec son fils. C'est unique dans l'histoire, hein.
Oui, c'est unique dans l'histoire. Un équipage comme ça, père-fils, qui gagne au Mans, il n'y en a eu qu'un, en fait. Et Louis Rosier, effectivement, il commence très jeune au motoclub de Clermont-Ferrand. Il achète sa première Harley Davidson des surplus américains de la Première Guerre mondiale. Et il commence à faire des courses de côte. Il a de bons résultats. Suite à ça, il s'achète une première voiture qui est une Scap 1100. Il fait notamment également les courses de côte. Il gagne la course de côte de la Baraque et il devient agent Talbot très rapidement. Louis Rosier, c'est vraiment les Talbot-Lago. Anthony Lago venait de reprendre la branche française en fait de Lago et jusqu'à ce que Anthony Lago continue à sortir des voitures de course, il courra sur Talbot-Lago. Suite à l'arrêt des Talbot dans la compétition, voilà, il courra également sur Ferrari et Maserati. Oui, il sera malheureusement tué sur une Ferrari sur le circuit de Hongrie. La 750 Monza. Il était jeune en plus, il n'avait pas 60 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, il avait 50 ans, oui. Ouais. Et ce qui est incroyable, tout à l'heure on parlait de la victoire aux 24 heures du Mans, on a quelques images d'ailleurs qu'on va mettre en illustration, mais il a gagné en plus la course, il a gagné la course en étant 23 heures et 10 minutes au volant. Ça paraît complètement fou. Alors là, on a quelques images. On voit Fangio, parce qu'en plus, il a couru avec les plus grands pilotes de l'époque. Il était le régal. On peut dire ça, Mais oui, il a couru avec les plus grands. D'ailleurs, Fangio, c'était également une grande histoire d'amitié. Ils ont couru justement au Mans l'année d'après, en 1951. Malheureusement, ils ont dû abandonner suite à un problème de mécanique. Mais en 1950, oui, Louis Rosier, effectivement, court 23 heures. Il laisse le volant à son fils pendant 2 tours. Quand on connaît la vie de Louis Rosier, on comprend pourquoi il est capable de courir aussi longtemps. Il faut savoir que Louis Rosier commence très jeune. En fait, Louis Rosier a fait fortune en reprenant la société de transport de son père qui achète, après la Première Guerre mondiale, son premier camion des surplus américains. Louis Rosier, à 15-16 ans, déjà, conduit ce gros camion et il achète avec son frère aîné très rapidement les premiers camions citernes. Donc, ils deviennent transporteurs d'hydrocarbures et ils passent des jours, des nuits au volant de ces camions très durs à piloter. Dès son plus jeune âge, il a une endurance et il est athlétique de corpulence. On va dire que c'est un combattant, parce que même, combattant propre comme au figuré, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est résistant. Il fait partie de la résistance française. Bon, après, il reprend la course automobile. Il touche un peu à toutes les disciplines. C'est le premier Français à monter sur un podium de Formule 1. Et comment vous expliquez qu'on ait oublié quelque peu le nom de Louis Rosier, alors qu'il mériterait quand même une place. Oui, alors en France en tout cas, vous avez parfaitement raison. L'année dernière, j'étais sur le circuit de Charade, au Charade Super Show. Il y avait un journaliste italien, quand il a su que j'étais la petite fille de Louis Rosier, mais il connaissait parfaitement la vie de Louis Rosier. En Angleterre également, au circuit des Remparts, quand j'y vais chaque année, il y a toute une communauté anglaise qui connaissent très bien Louis Rosier. En Argentine, à la Fondation Fangio, il a toute sa place. Alors effectivement, en France, on l'a un petit peu oublié, hormis bien sûr dans le milieu vraiment des passionnés du sport automobile, des passionnés de Talbot-Lago, au Mans, etc. Il a été longtemps dans l'allée des héros. Oui. Mais du grand public, il n'est pas très connu, effectivement. Alors, est-ce que c'est que peut-être parce que Louis Rosier était un homme très discret, qui n'aimait pas les honneurs. Voyez, lui, il arrivait sur un circuit, il gagnait. S'il avait pu se passer, de tenir la gerbe. C'était quelqu'un d'un peu timide, très discret et un peu timide, quoi. Réservé, sans doute pas timide, mais discret. Réservé. Alors, vous voulez monter un musée. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour monter un musée sur Louis Rosier pour terminer ? Alors, je suis dans ce projet de musée, un de mon plus grand travail et mes plus grandes recherches, effectivement, c'est de regrouper notre patrimoine, notamment avec les coupes et tout ce qu'on peut retrouver concernant la vie de Louis Rosier. On retrace également toutes ses voitures de course, les voitures qu'il a conçues aussi, puisqu'il est à la base été constructeur.
Il a été constructeur sur base de 4 chevaux. C'est pour ça qu'on en a une au musée. Elle est très symbolique. Ouais, alors je sais à qui vous auriez pu la prêter pour faire le tour auto parce qu'ils sont, ils sont plutôt avant-derniers. Donc il aurait fallu une 4 chevaux Louis Rosier, ça leur aurait permis d'être devant. Oui, et Dominique, c'est de Paris aussi. Il faut savoir que Louis Rosier a toujours couru avec les voitures qu'il distribuait au sein de son garage. Avant-guerre, donc il a été agent, notamment Talbot. Après-guerre, concessionnaire Renault. Après-guerre, Renault veut lancer avec Pierre Le Faucheux cette petite 4 chevaux. Et ben lui, donc, il fait le rallye de Monte-Carlo en 1949 avec, et il arrive quand même 13e au général. Bon. Et Élodie, on va devoir vous laisser. Ouais, on est un peu pris par le temps, mais on reparlera de Louis Rosier avec vous à l'occasion quand vous venez à Paris. La porte des studios, vous êtes grande ouverte, et puis on finira par raconter l'histoire extraordinaire. Et ça va vous faire plaisir, Élodie, les réactions qu'il y a sur la page Facebook de Sud Radio concernant ce passage sur Louis Rosier, où on a Stéphane qui nous dit ça mériterait un très beau biopic pour Netflix, ou Renaud qui nous dit bel hommage pour parler aussi des 100 ans du Mans. Voilà, ça fait du bien. On vous embrasse. Bon, on en reparlera. À bientôt, Élodie. Alors. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et on rappelle pour l'exposition. L'expo qui se trouve au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 28 avril. C'est à l'hôtel de région 59 boulevard Léon Jouot. Voilà, vous avez toutes les infos en faisant des verres sans en avoir l'air. Tiens, on va parler maintenant de Clio, mais ce sera juste après la pause. La Renault Clio qui s'offre une cure de jouvence. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Et on parle de Clio avant de vous accueillir au 0826 300 300 pour poser votre question sur la future voiture que vous avez envie de vous offrir. À tout de suite, la Clio qui s'offre une cure de jouvence. Oui, on est avec nous pour en parler. Yvan Segal, qui est directeur de Renault France. Bonjour Yvan. Bonjour. Enfin, directeur commercial. Yvan. Ouais. Bonjour Yvan. La Clio, c'est quand même 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis le lancement en 1990, 5,8 millions pour la France. Donc c'est un modèle qui est vraiment très important pour Renault. Et alors pourquoi cette cure de jouvence et dans quel sens ça va? On a l'impression que quand on la regarde, cette nouvelle, on a quelques images d'ailleurs qui passent, qu'elle est plus sportive que l'ancienne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors effectivement, déjà, c'est la voiture française la plus vendue depuis 1990 en France. Et elle s'offre une cure de jouvence avec l'ambition de conserver, finalement, d'être la référence des citadines en France. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur cette voiture ? On a beaucoup amélioré ou fait évoluer, on va dire, le nouveau design extérieur de la voiture avec une identité qui est clairement plus affirmée, une face avant qui est plus statutaire. C'est plus expressif, on le voit là, elle est plus méchante quoi, pour utiliser le terme. On la voit sur la page Facebook de Sud Radio pour ceux qui nous écoutent sur Facebook. Ouais, on voit une sportivité qui est beaucoup plus renforcée. On voit le nouveau logo de la marque, le logo identitaire qui est sur la calandre. Et puis enfin, ça signe la nouvelle signature lumineuse 100% LED avec des LED qui sont verticaux, qui viennent représenter le logo de Renault et qui va en fait être appliqué maintenant sur l'ensemble de nos faces avant de véhicules. Et cette nouvelle Clio est le premier modèle qui aura cette nouvelle signature lumineuse. D'accord. Tout ça, ça vient du concept Scénic Vision qui avait été présenté au Mondial de l'Auto, c'est ça ? Exactement, c'était présenté au Mondial et donc maintenant on va le mettre 2 séries sur nos véhicules et la nouvelle Clio, c'est le premier véhicule qui a cette signature lumineuse qui est très jolie et reprend le nouveau logo de Renault. D'accord. Sous les capots, il y a des évolutions ? Alors, il y a des évolutions. Déjà, il y a toute une panoplie d'énergie proposée avec le moteur phare pour nous. C'est le moteur E-Tech Full Hybrid 145 chevaux. Alors, c'est un moteur qu'on a déjà sur la Clio actuelle, mais qui évolue encore un petit peu, s'améliore au fur et à mesure. Et c'est un moteur qu'on vend déjà sur notre Clio à plus de 30%. Une voiture sur 3 est vendue avec ce moteur. Alors, je rappelle, Full Hybrid, c'est donc pas rechargeable, il n'y a pas besoin de recharger. C'est un moteur qui en fait contient 2 petits moteurs électriques, un moteur thermique et puis une boîte de vitesse qui donne mal à la tête quand on cherche à comprendre comment ça marche. Alors justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de comprendre, à voir comment ça marche. Non, mais ça marche très très bien. C'est très transparent, ça marche très bien, mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à la technique et qu'on cherche comment ça marche, c'est un peu compliqué. Vous prévoyez de vendre une voiture sur 2 à une clientèle privée, enfin des particuliers. Ça veut dire que vous revenez un peu en arrière sur la politique de vente aux sociétés ?
Alors non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que le marché pousse maintenant vers des solutions hybrides. On est très fiers de notre moteur e-tech full hybride. Sur l'ensemble de nos modèles, on le vend très bien en particulier. On a démarré de zéro, on est déjà à 30%. Et assez naturellement, on voit que la clientèle qui n'a pas à recharger ou à avoir une borne pour recharger se dirige vers ce type de technologie qui est extraordinaire, puisque vous êtes en ville, vous économisez, vous utilisez votre moteur à 80% en mode électrique pur. La voiture démarre en électrique et vous baissez votre consommation de l'ordre de 40%. Les émissions en grammes de CO2, c'est 93 grammes par kilomètre avec cette nouvelle Clio. Donc vous avez vraiment un moteur qui est très efficient et qui est très efficace pour le client. D'accord. Vous avez aussi mis des matériaux qui sont biosourcés et recyclés à l'intérieur. Elle est donc plus écologique, cette nouvelle Clio. La vraie question, même si vous n'avez pas annoncé les prix, c'est est-ce qu'elle va être beaucoup plus chère que l'ancienne ou vous arriverez à tenir ? Il va falloir attendre un petit peu puisqu'on divulguera fin juin normalement le détail de notre gamme et ainsi que la tarification. Voilà, mais ça va augmenter un petit peu, on est d'accord. On n'a pas pour ambition très clairement de faire soit des grosses augmentations ou des baisses, donc on va être dans la continuité, mais avec un véhicule qui s'améliore en look, on en a parlé, et avec ce fameux moteur. Elle est belle et j'imagine que vous voulez reprendre la tête des ventes par rapport au segment des urbaines que parce que ça, il y a une grosse baston avec la 208, c'est ça ? Oui, c'est un segment de grande bataille qui pèse le segment B, comme on l'appelle, c'est 30% des ventes en France. Aujourd'hui, on pèse 17% de nos ventes. Et on a clairement, avec la nouvelle Clio, l'intention de reprendre encore plus de parts de marché et de faire en sorte que Clio soit la référence des citadines en France, comme depuis 1990. Merci. Yvan, on en reparlera au moment où vous nous annoncerez les tarifs fin juin. J'ai croisé ce matin en venant à la radio une vieille Clio des années 90, parce qu'il en a. Moi, j'ai eu une des premières, moi. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Bravo en tout cas à l'équipe de Renault qui continue de faire évoluer la gamme et plutôt dans le bon sens. On vous embrasse. Bon week-end. Merci. Au revoir Yvan. Yvan Segal, directeur commerce de Renault France, entre autres. Allez, tout de suite, on va accueillir Alvin. Me semble-t-il, il a besoin d'un coup de main pour choisir son auto. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Patricia, qui est notre dernière gagnante pour les 2 places pour aller voir le Superbike à Nogaro le week-end prochain. Des places offertes par Nogaro et Sud Radio. Bon, Alvin, il hésite entre 2 voitures que j'aimerais bien avoir. Comment ça va, Alvin ? Ça va très bien, et vous ? Très bien, vous êtes où ? Je suis sur Bergerac, moi. Ah, très bien. Bon, allez, dites-nous tout. Allez-y, dites-nous tout. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien me lancer un peu dans la voiture de collection. Ouais. Moi, j'en ai déjà une, mais là, ce serait pour étendre un petit peu. Et donc, j'ai vu 2 modèles. Une Austin LA 106 BN6. Voilà, de 1958. Alors avec un peu de travaux de carrosserie, donc j'ai un copain carrossier qui l'a vu et il m'a dit que... Ouais, alors attention. Ouais. Votre copain carrossier qui l'a vu, il a pas mis, il connaît les Austin LA, il a mis les mains dedans parce que c'est très particulier une Austin LA en termes de carrosserie. Carrosserie en aluminium et les pièces que vous achetez, il y a rien qui monte dessus, il faut tout adapter. Donc si c'est vraiment un bon carrossier, il pourra le faire, mais souvent on se heurte à des déconvenus. Alors ce que je vais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se payer une voiture de collection, c'est que aujourd'hui, plus encore qu'hier, on a tout intérêt à acheter une voiture en bon état. Pourquoi ? Parce que le prix des réparations, il a augmenté, mais dans des proportions incroyables. Sur certaines marques, le prix des pièces a doublé, le prix de la main-d'œuvre a augmenté, le prix de la peinture, ça a pratiquement doublé également. Donc, acheter une voiture en bon état, elle va pas être plus chère qu'il y a 1 an ou 2. Par contre, acheter une voiture avec des travaux dessus, ça va vous coûter 2 fois ce que ça vous aurait coûté il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans le calcul. Sinon, la BN6, c'est un roadster avec une gueule d'enfer. Ça fait un bruit très sympa. C'est un 6 cylindres, 2,6 litres qui fait 117 chevaux. C'est la bonne version.
que vous avez choisi. Donc de ce côté-là, votre choix, il est pas mal. Maintenant, après, je vous dis attention. Une voiture, vous me dites, votre copain, il a chiffré les réparations à combien? C'est vrai qu'elle est belle. 10 000, il m'a dit à peu près. 10 000, vous multipliez déjà par 2, et vous serez pas loin de la réalité. Et encore, je pense que c'est toujours des mauvaises surprises. On n'en a jamais de bonnes quand on commence à restaurer. Parce que c'est comme une pelote de laine, on tire dessus et le pull se détricote. Et vous vous rendez compte que, en fait, parce que vous n'allez pas mettre des pièces neuves avec des trucs usés, on remonte pas une voiture quand on l'a démontée avec des pièces qui sont pas en bon état. Donc ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on a imaginé au départ. À combien elle était là? On vous la propose à combien? 40, je pense qu'on peut la descendre à 38, quoi. Ouais, non. Moi, je vous dirais, sur un modèle comme ça, une très belle, une belle, ça coûte 65 000. Elle va vous coûter plus cher à restaurer, à la restauration, que si vous en preniez une déjà finie. Ah, d'accord. Voilà. Donc, alors, le deuxième véhicule. Et la deuxième était une Porsche 911 en 2,4 litres T Targa. D'accord. 1972. Alors, ça va être un peu technique. J'ai une question. Elle a la trappe à huile sur l'aile arrière droite? Non, elle l'a pas, non. D'accord. Quel prix? 66 000. D'accord. En bon état? Ouais, en bon état, ouais. Alors là, pour le coup, si elle est en bon état, c'est pas cher. D'accord. C'est pas cher. Et c'est un modèle qui est recherché. Ouais. C'est un modèle qui est recherché parce que, moteur plus sympa le 2,4 litres que le 2,2 litres. Le châssis mieux, la voiture est plus facile à conduire, elle est plus sécurisante, en particulier sur le mouillé. Équipée, alors dans le mail que vous m'aviez envoyé, vous m'avez dit elle est équipée avec des carburateurs Weber. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. C'est mieux parce qu'ils sont plus faciles à régler. Parce qu'en fait, on est passé des carburateurs Weber sur la 2,2 litres à normalement des carburateurs Zenith sur la 2,4 litres, sauf que les premières 2,4 litres ont eu des carburateurs Weber. Et quand elle est montée avec des Weber, tous les mécanos vous diront, c'est plus simple à régler, c'est mieux, ça marche un petit peu mieux. Bon, c'est pas une voiture de course, ça fait 130 chevaux, mais c'est une voiture polyvalente. En plus, sur la version Targa, on peut enlever le toit, vous avez à la fois un coupé et un cabriolet. Ça sera plus polyvalent que le Stine-Hillet. D'accord. Et à mon sens, ça sera un meilleur placement. Vous savez pourquoi? Parce que le Stine-Hillet, ça fait un petit moment que les cotes ne grimpent plus. Sur les 911, ça avait beaucoup monté, c'est redescendu pas mal ces dernières années. Et là, petit à petit, vous savez, c'est un peu comme la bourse. Quand il y a des trop grosses augmentations, d'un coup, les gens prennent leurs bénéfices et les cours descendent. Là, ça a bien descendu et c'est en train de remonter gentiment. Et une 2,4 litres, c'est ce qu'on appelle les 911 classiques, c'est un vrai collector. Donc pour moi, elle est de quelle couleur? Elle est bleu Gemini, je crois. Ouais, non, mais pour moi, la 911. Bon, j'adore le Stine-Hillet, j'adore le Stine-Hillet, mais une Stine-Hillet avec des travaux, vous mettez le doigt dans un truc, vous savez pas où vous allez aller. D'accord, ok. Bon voilà, Alvin. Bon, impeccable. Bon choix. Merci beaucoup. Merci. Et merci de nous avoir fait voyager déjà sur ce milieu des voitures de collection. Jean-Luc, moi maintenant, je vais l'appeler mon encyclopédie. Est-ce qu'il y a la trappe et tout? Enfin, le mec, il sait tout. Et puis, il y a plein de réactions. Il y a Pascal qui nous dit, Pascal Jean, qui nous parlait d'une Clio, lui, Baccarat, qui est du 15 août 93, qui a 47 000 km, intérieur cuir auto 3 portes. Elle est dans son jus d'origine. Stéphane Une qui Clio dit, Baccarat de quelle année? Je sais pas, il dit pas qu'il la vend, Il dit juste, il partage, là, c'est du partage. C'est le premier essai que j'ai fait pour Turbo, la Clio Baccarat. 15,893. Allez, moi, c'était avant, mais. Il y a d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, Dacia qui a fait une très très belle blague, c'est le journal Automoto, je crois, sur le 1er avril, en disant que Dacia allait sortir une Dacia Baccarat. Sauf que ça n'existe plus, Baccarat, maintenant, dans les gammes. Vaut-il mieux passer par une société qui conforme les voitures de collection, nous demande Stéphane? Qui conforme les voitures. Stéphane, je comprends pas bien. Bon, allez, on passe à la suite, mais en tout cas, merci Alvin de ce joli partage. Vous voyez, ça plaît aussi à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Et nous allons parler des news de la semaine. Et là, attention, on va parler de la consultation en ligne sur les ZFE qui est ouverte par le Sénat jusqu'au 14 mai. Oui, vous avez tout intérêt. Alors moi, je l'ai rempli. En fait, on vous pose des questions, on vous demande dans quelle région vous êtes. Est-ce que vous êtes pour ou contre les ZFE? Mon ami Jean-Luc, 56% des Français ne savent pas encore ce qu'est les ZFE. Donc zone à faible émission qui touche aujourd'hui 11 métropoles en France qui, à l'horizon 2025, vont en toucher 43.
Et vous n'aurez plus le droit de rouler avec votre voiture. En fonction de l'âge de votre véhicule, voilà. vous aurez le droit ou pas le droit de circuler. Voilà. Et chaque métropole fait une réglementation à sa sauce, donc c'est absolument incompréhensible au niveau national. Et si vous vous déplacez d'une ville à l'autre, ça se trouve, vous aurez une voiture qui aura le droit de circuler dans l'une et pas le droit de circuler dans l'autre. Et vous risquez d'être verbalisé quand ça sera mis en place, alors que vous êtes de bonne foi. Donc c'est un grand n'importe quoi, d'autant que moi, je le répète depuis le départ, les vignettes critères sont attribuées en fonction de l'année de commercialisation du véhicule et pas du niveau de pollution de la voiture, ni de son état d'entretien, c'est bien ça le vrai problème, ni de sa pollution réelle en circulation. Donc il faut absolument remettre tout à plat et le Sénat, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à aller remplir cette consultation en ligne et ils vous demandent, bon, dans quelle région vous habitez, quel type de véhicule vous possédez, quel type de trajet vous faites, c'est anonyme, je vous rassure. Est-ce que vous êtes pour ou contre les ZFE? Si vous êtes pour, faut dire pourquoi, si vous êtes contre, faut dire pourquoi. Et ensuite, il faut soumettre éventuellement des idées. Idée que je soumets moi, c'est plutôt que d'interdire aux véhicules de façon presque arbitraire, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, de circuler, qu'on mesure réellement leur pollution au niveau du contrôle technique. Aujourd'hui, on a des possibilités techniques, ça s'appelle le contrôle 5 gaz, qui permettrait de mesurer si oui ou non la voiture est polluante. Une voiture ancienne bien entretenue, ça pollue pas forcément plus qu'un véhicule récent. Donc, au niveau du contrôle technique, on vous dise, OK, banco, votre voiture, bon, elle est bien entretenue, il n'y a pas de problème, vous pouvez circuler où vous voulez. Cette idée, Jean-Luc, elle est dans les tuyaux par quelqu'un que je connais très bien, qui est en train de le proposer au Sénat. Donc, c'est quelque chose qui existe. Ouais, mais cette idée, elle est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Mais ça y est, c'est en train d'être proposé. Ouais, enfin bon, mais elle est bonne, ça va aboutir. Ça veut dire qu'elle est bonne. Ça aboutit en Belgique, en tout cas. Tout à fait. Voilà, donc, non, mais il faut le faire. Il faudrait plutôt que ça serait bien qu'on ait quelqu'un des contrôles techniques, tiens, qui nous parlerait de ça aussi, ça serait bien. C'est pareil, ça c'est un gros serpent de mer. Le contrôle de la pollution, le contrôle technique, pour l'instant, alors on a un petit peu durci, on mesure plus finement l'opacité des fumées sur les diesels, mais franchement c'est complètement bidon quoi, le contrôle pollution, contrôle technique. Puis bon, on a vu que ça trichait aussi beaucoup. Il faudrait. Ouais. En tout cas, on va sur la page du Sénat. Voilà, la page la page du Sénat, c'est pas, ça vous prend 10 minutes. Ça vous prend 10 minutes. Si tout le monde le fait, on a une chance. D'avoir peut-être quelque chose d'avoir quelque chose de plus cohérent, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et ça fait suite aussi à la mission Flash qui a été remplie par 2 députés, l'un en Seine-Maritime et l'autre dans les Yvelines, et qui ont fait une partie des propositions au Sénat en disant attention, bombe sociale, ce serait plus des zones à forte émission, mais à forte exclusion. On continuera d'en parler de toute façon. De toute façon, on va en parler toutes les semaines pratiquement. C'est la grosse actualité. Allez, en tout cas, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Eh bien, je vous fais des gros bisous à tous. Oh, c'est gentil. Et quant à nous, n'oubliez pas de m'envoyer vos chèques. Vous voulez intervenir dans l'émission, on parle auto, évidemment, c'est par mail dès maintenant, je participe @sudradio.fr. À suivre Invino, et puis dans la suite des rendez-vous, bien sûr le rugby à partir de 15h. Et ce n'est pas tout, les programmes continuent sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.